expérimentale à l'unité entomologie et forêt méditerranéenne. Voilà, c'est ça. Vous êtes aussi, je crois, assistant ingénieur référent conservation des ressources génétiques et acclimatation, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et vous fournissez donc un appui du conseil en acclimatation d'espèces végétales forestières auprès aussi de l'unité expérimentale de la Villa Turet à Antibes. Oui. C'est ça ? Tout à fait. Donc, vous nous en direz peut-être un peu plus après. Et puis alors Sylvie, bonjour Sylvie, donc vous êtes enseignante à l'école forestière de Mémac et vous êtes du coup partenaire du RMT à Force, au même titre d'ailleurs que Cédric et que l'ONF. Voilà. Et puis c'est tout ? On est 4 ? Oui, voilà, c'est ça. Et en ligne ? Et alors en ligne, oui, tout à fait, en ligne, voilà, je me disais, mais on est 5. Bon. Et donc on a 2 personnes donc, qui sont en visio. Alors je suis pas sûre, est-ce qu'on peut vous voir Ah oui, voilà, si on arrête le partage. Voilà, Thomas Le Goupil qui a allumé sa... Voilà. Et Jeanne Fouché. Et Jeanne Fouché, voilà, qui sont chefs de donc qui travaillent à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère, donc de la transition écologique et de la cohésion, de l'aménagement et de la cohésion des territoires, quelque chose comme ça. MTE, enfin quelque chose quoi. Et qui du coup travaillent tous les deux en fait sur l'accès au partage des avantages dans le cadre du protocole de Nagoya. Et ils nous présenteront un petit peu ce qu'a changé ou pas d'ailleurs ce règlement à l'échelle internationale. Voilà, je te laisse introduire la table ronde. Oui, merci. Donc vous savez tous que le président de la République a annoncé en octobre 2022 qu'il voulait qu'on plante 1 milliard d'arbres et qu'on renouvelle... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, pardon. Et qu'on renouvelle 10% de la surface forestière en 10 ans. Donc il y a un projet France 2030 qui a été mis en place et il y a une des mesures qui vise à poursuivre la dynamique de renouvellement forestier initiée par France Relance. Et donc la semaine dernière, le ministre Marc Fesneau et les ministres Marc Fesneau et Christophe Béchu ont annoncé les lauréats à l'appel à manifestation d'intérêt et l'ouverture du guichet renouvellement forestier. C'est une enveloppe de 150 millions d'euros pour la France métropolitaine et l'outre-mer. Dans ce contexte, les démarches expérimentales centrées sur l'évaluation des essences d'avenir bénéficient d'un intérêt renouvelé et d'attentes soutenues qui soulèvent de nombreuses questions, car les défis à relever passent par l'expérimentation et par le passage de l'expérimentation à la gestion. Le diagnostic de l'adaptation des essences à la station est le premier point important, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et il va nous guider, ce diagnostic, sur faut-il renouveler les essences naturellement, les enrichir ou planter. En cas de plantation, le choix des essences est le premier maillon de la chaîne, on en a parlé déjà tout à l'heure, un maillon déterminant pour l'avenir des peuplements. En France, plusieurs démarches centrées sur l'évaluation de nouvelles essences ou de nouvelles provenances ont été mises en place ces 40 dernières années. Et seules les toutes dernières intègrent l'évolution du climat. Qui plus est, ces démarches nécessitent un temps long, parfois difficilement compatible avec les attentes des politiques publiques et des gestionnaires qui sont aujourd'hui pas mal démunis face aux changements que l'on constate. Bon nombre nous disent on ne fait plus de la sylviculture parce qu'on parle aujourd'hui on parle beaucoup de renouvellement, mais il y a la gestion des peuplements également. Ils nous disent on ne fait plus de sylviculture, on enlève des arbres qui dépérissent. Alors on va passer à la table ronde avec deux questions qui vont être posées à Jean Thévenet, à Erwin, Cédric et Sylvie. Et ensuite, il y aura un premier temps de questions-réponses avec la salle. Alors, je vais commencer par Jean. Donc, avec le recul et à la lumière de votre expérience sur l'acclimatation d'espèces végétales exotiques, les données fournies par les dispositifs expérimentaux de l'INRAE ainsi que les travaux que vous avez effectués à la Villa Turet d'Antibes sur l'acclimatation permettent-elles d'apporter des réponses sur le potentiel d'adaptation de certaines espèces sur le territoire français ?
Alors, non, mais je réfléchis parce qu'en fait, on a dit tellement de choses auparavant que l'essentiel a été dit et je cherche justement ce qui n'a pas été dit. Céline, justement, en parlant de l'infrastructure de recherche INSILVA, a présenté les réseaux de plantation qui existent depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est un patrimoine juste exceptionnel que l'on ne pourra pas reproduire avant longtemps. Donc puisons de l'information déjà dans ces réseaux existants depuis, tu l'as dit, parfois plus de 100 ans, mais déjà la majeure partie au moins depuis 60 ans, donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui ont parlé. Ce que je peux éventuellement rajouter par rapport à ça, c'est que, bon, en fait, il y a l'acclimatation, les essais, ça fait très longtemps qu'on en fait. Bon, la Villa Thurey, c'est un jardin, c'est un site scientifique qui existe depuis 160 ans, 166 ans exactement. Il y a des milliers de genres, espèces qui ont été introduits et qui ont réussi, parce que l'objectif, en fait, c'était d'observer des plantes et de les décrire, de décrire des plantes qui réussissaient, c'est-à-dire qui accomplissaient tout leur cycle biologique, floraison, fructification. Alors bien évidemment, il n'y a pas que des arbres forestiers, loin de là. Hein. Ce sont des ligneux, mais il y a parfois énormément d'arbustes, donc on n'a pas forcément de l'information qui va vous intéresser, vous, tous et toutes. Par contre, des pistes, possiblement, des pistes à travers des familles de l'hémisphère sud ou quoi que ce soit qui ont bien réussi, qui se sont implantées, qu'on pourrait éventuellement revisiter d'une autre manière, hein, parce qu'en fait, je ne suis pas rentré dans le détail, mais un jardin d'acclimatation, c'est quelques arbres, donc une base génétique hyper faible. Les graines, bon, même si c'est bien tracé, on sait qui a fourni les graines, mais on ne sait pas où est-ce qu'elles ont été prises, et si elles ont été prises sur plusieurs arbres ou sur un arbre, voire même dans un autre jardin botanique. Donc c'est vraiment très faible. Par contre, ça peut donner des pistes. Voilà. Après, il y a eu, dans l'histoire, il y a eu des arboretums d'élimination. Donc là, c'est un petit peu plus costaud. Enfin, je parle des anciens. Hein. Les nouveaux, ils sont beaucoup plus sérieux. Mais les anciens, la base génétique était quand même assez faible. Mais il y avait un peu plus d'effectifs et surtout comparé à d'autres genres espèces qui étaient testés sur un même lieu. Donc on avait déjà un peu plus d'informations, mais ça reste quand même une base génétique faible. Par contre, les dispositifs, les comparaisons de provenance, ça c'est hyper sérieux, ça nous apporte énormément d'informations. Par contre, peut-être qu'on n'a pas testé toutes les provenances qu'on aurait pu récupérer dans un catalogue. On a récupéré les provenances qu'on pouvait récupérer à un moment donné, quoi. Donc voilà, quoi dire de plus ? Je me suis peut-être un peu perdu d'ailleurs, mais si vous avez des questions... n'hésitez pas, on va creuser un peu plus. On parlait des réussites, mais il y a aussi les échecs qui peuvent être intéressants. Est-ce que ça, vous l'avez collecté aussi ? Alors, on arrive, là on est en train en termes
de jardins d'acclimatation. Donc on visite un certain nombre d'archives, on recroise un certain nombre d'archives. Donc on a bien évidemment les réussites qu'on arrive à recroiser avec des planches d'herbier, des choses comme ça. Donc ça, c'est hyper solide. Après, pour les échecs, oui, il faut visiter les correspondances, les mails de l'époque. Mais c'est hyper riche. Mais alors, je vous dis pas le temps que ça prend. Voilà, il faudrait un petit jeune et pas quelqu'un à 2 doigts de la retraite. Mais en tout cas, le travail est fait pour être communiqué, pour être partagé. Et puis, il y aura certainement d'autres personnes qui prendront la relève à la suite. Donc ça, c'est pas... Voilà, il faut voir beaucoup plus loin. Merci. Merci beaucoup. Alors du coup, on va passer maintenant plutôt à ceux qui finalement utilisent directement les résultats de la recherche, notamment pour voir donc comment finalement toutes ces données dont on a parlé là, issues de ces dispositifs sur l'évaluation, donc je le rappelle, des essences, des provenances plutôt, sont utilisées finalement par les gestionnaires, mais aussi par l'enseignement. Donc en commençant par peut-être Erwin du coup, donc l'ONF depuis plusieurs années donc met en marche, met en place des démarches d'expérimentation liées notamment à l'adaptation maintenant des fois au changement climatique, des tests en gestion, etc. Du coup, est-ce que vous avez déjà comment au sein de l'organisme, est-ce que vous avez une stratégie globale pour apprécier les risques quant au potentiel adaptatif des essences, et est-ce que finalement il y a des différences entre les expérimentations que vous avez menées par le passé, la mise en place de nouvelles démarches comme les îlots d'avenir, etc. Comment s'emboîte un peu tout ça, et comment finalement aussi derrière toutes ces expérimentations elles permettent ou vont permettre finalement de nourrir les outils sylvoclimatiques qui sont en cours de développement, y compris chez vous du coup. Oui, déjà d'abord, on a mis en place 2 dispositifs expérimentaux en gestion. Le premier s'appelle DEDG, dispositif expérimental de diversification en gestion. Il se caractérise par des créations de peuplements en mélange en utilisant toute la palette des essences réglementées, mais en faisant abstraction des arrêtés régionaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le nord peut utiliser toute la palette de ce qui est possible dans le nord et dans le sud, est et ouest. Le deuxième dispositif, îlot d'avenir, on en a beaucoup parlé. La distinction, c'est que dans les îlots d'avenir, on utilise des essences non réglementées. C'est l'essentiel de la différence. Il se trouve, bizarrement, que la première essence dans ces îlots d'avenir, au moins à l'ONF, c'est le chêne Cécile. Hein, très bizarre. Ça veut dire que ce chêne Cécile, dans la région où il est installé, il est normalement pas présent. Donc, alors, comment est-ce qu'on apprécie le risque ? On est très conscient que nous prenons des risques, mais il s'agit d'expérimentation. Nous ne pouvons pas mesurer le risque, mais qui peut prendre le risque, c'est le gestionnaire. Et nous avons décidé que nous prenons le risque, même si nous ne savons pas en mesurer l'importance, le niveau, parce qu'il faut bien avancer. Par contre, nous avons essayé de border cette prise de risque avec une certaine méthodologie d'approche, c'est-à-dire nous utilisons l'ensemble de la palette des outils que la recherche et d'ailleurs qui s'appuie sur les sites expérimentaux a développé, Climessence, Bioclimsol, Zoom 50, Biljou. On a un autre outil qui s'appelle Oscar, qui a été en partie, où les personnels qui l'utilisent ont en partie reçu une formation poussée, voire très poussée, expert là-dessus, pour pouvoir l'utiliser. Nous avons aussi renforcé énormément le devoir de diagnostic dans toute sa palette. Hein. Il n'y a pas simplement le sol, il y a le climat, il y a l'exposition, il y a aussi ça inclut aussi la capacité d'acceptabilité sociale, etc. Ça va relativement loin. Hein. Donc c'est une obligation chez nous aujourd'hui. Donc on essaye par la méthodologie d'un petit peu de diminuer le risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus de risque à la fin. De toute façon, le risque il est 100%. Mais nous avons accepté que nous allons faire des erreurs et d'apprendre par les erreurs comme vous le faites les chercheurs. Et d'ailleurs les sites qu'on met en place, ils sont surveillés
par les organismes de recherche. Nous avons cette chance d'avoir à l'ONF le département Recherche, Développement, Innovation, donc RDI, qui est notre département de référence qui va suivre ces dispositifs avec des protocoles qui sont mis en place. Donc c'est une façon de border cette question de risque. Quelle était votre deuxième question là? Alors, sur finalement la complémentarité entre les approches un peu passées et futures. Oui. Complémentarité. C'est-à-dire que dans le passé, les expérimentations qu'on a mis en place, surtout dans le cadre du département RDI, Recherche, Développement, Innovation, ils étaient liés à la productivité, à la beauté des fûts, etc. Et bien là, la différence, c'est qu'on est passé de la productivité vers plutôt la résilience. C'est ça qu'on recherche, la résilience. La capacité à résister et la résilience. Donc on n'a pas fait abstraction du passé. Parmi les essences qu'on va tester, il y a aussi des essences productives, ou qui sont censées être productives, tout en sachant que demain, c'est-à-dire dans 30, 40, 50 ans, la productivité ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc aussi, vous voyez tout de suite où on va revenir, le modèle économique de l'ONF et de tout autre gestionnaire forestier va évoluer avec le temps, en fonction de l'impact du changement climatique. Merci Erwin. Cédric, je vais poser 2 questions. La seconde fera référence à une tournée qu'on avait faite avec les groupes de progrès. Certains sont dans la salle, ils s'en rappellent peut-être, dans le Grand Est, où on avait vu des problèmes avec les scolites. Mais déjà, par rapport à ce changement climatique qui frappe tout le monde, comment vous, CDC, qu'est-ce que vous attendez de la R&D en quelques mots? Parce qu'on ne veut pas une liste à la Prévert. Qu'est-ce qui te semble le plus important? Écoute, merci pour la question. On attend effectivement beaucoup de choses. Donc je ne vais pas me lancer dans cette liste R&D. On attend beaucoup de choses et on attend également un petit peu de cohérence globale. Aujourd'hui, la réunion est très intéressante. On s'ouvre l'esprit sur toutes les espèces, toutes les variétés, les provenances qui pourraient être intéressantes à utiliser en gestion courante, avec une prise de risque qu'Erwin a démontré, enfin à présenter, et qu'on est tous prêts à prendre. En tous les cas, en tant que forestier, on sait prendre des risques, on en a toujours pris jusqu'à présent. La difficulté, c'est un petit peu de la cohérence globale. Tout à l'heure, dans les discussions, on a commencé à évoquer le sujet de l'acceptabilité. Je vais retourner. En fait, en arrivant ici aujourd'hui, j'ai retourné un petit peu ma casquette. Depuis un mois, on est en train de travailler énormément sur les référentiels de gestion forestière durable, PEFC, FSC, et on nous explique en permanence qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas introduire d'essences exotiques, que l'adaptation des forêts c'est parfait, mais que le forestier ne peut pas être un grand méchant sorcier expérimentateur, et qu'il faut absolument éviter les pollutions génétiques qu'on risquerait d'introduire par une non-maîtrise du matériel génétique qu'on utilise. Et tout à l'heure, ça a été bien dit, au-delà de l'aspect très scientifique finalement, parce qu'effectivement la pollution génétique peut être suivie, démontrée, etc. Il y a aussi cette problématique d'acceptabilité. Donc aujourd'hui, on nous présente une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'espèces intéressantes à tester. Dans la réalité, on va être contraint par un certain nombre de choses, je reviendrai dessus ensuite, mais il y a aussi le sujet de l'acceptabilité. La capacité qu'on a à essayer d'introduire, de s'adapter. Dans le contexte landais, pin maritime, on a essayé d'introduire un peu d'eucalyptus pour tester, par exemple. On voit aujourd'hui les sujets qui remontent autour de l'utilisation de cet eucalyptus. Pourtant, on en a installé peut-être 200 hectares. C'est absolument anecdotique dans un contexte landais où on sait qu'il y a une essence principale qui fonctionne bien, qui est le pin maritime, qu'on ne veut pas remettre en cause, mais on a besoin de tester, on a besoin d'expérimenter. On installe 200 hectares et on est pointé du doigt, on nous dit qu'on est en train d'installer les futures bombes incendiaires du massif, et pour autant on ne pense pas. En tous les cas, cette problématique de l'expérimentation, des consignes que vous nous donnez, la mise en œuvre est compliquée. La mise en œuvre est extrêmement compliquée. Et puis ensuite, je finirai sur cette première question par la problématique de la réglementation, tout simplement. On a évoqué tout à l'heure la capacité à s'ouvrir sur notamment la notion de provenance. À la Société forestière, on est très attentif à cette notion de provenance. Changer d'espèce, c'est parfois un peu compliqué. Changer de provenance, c'est un côté un peu rassurant. On sait que
l'espèce a un certain nombre de qualités, notamment industrielles, de valorisation. La provenance peut nous rassurer en tous les cas. Eh bien, dans tous les MFR, j'ai assisté à pas mal d'échanges autour des rédactions des arrêtés MFR qui sont pourtant très récents. Hein. Un certain nombre ont été validés au cours des 2-3 dernières années. Eh bien, aujourd'hui, on se fait peur énormément. Aller chercher une provenance de chêne qui est située juste 300 km au sud, on rentre dans des débats sans fin sur à quel point c'est peut-être criminel d'autoriser l'introduction de telles essences. Je force le trait, évidemment, et pardonnez-moi, et le ministère qui est ici présent pourra me reprendre, il en aura évidemment le droit, mais je force le trait pour dire que au-delà des bonnes paroles qu'on partage aujourd'hui, au-delà d'expérimentation qui est absolument nécessaire pour qu'on avance, la réalité est complexe. Et la mise en œuvre est complexe. Et pour autant, il faut avancer. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Et on essaye d'avancer. Tu as raison. Alors, aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de parler de cette problématique-là en tant que telle. On peut l'aborder évidemment dans le débat. C'est une problématique pour laquelle on est tous confrontés. Et on travaille tous dessus. Et en lien avec le ministère, on travaille avec les environnementalistes pour leur montrer qu'on a besoin d'expérimenter, qu'on n'est pas des apprentis sorciers, mais que si on n'expérimente pas et que s'il y a des problèmes derrière, on risque d'avoir des soucis très forts bientôt. Mais et puis on a vu aussi que les gestionnaires étaient très, très rationnels, puisque dans le cadre du plan de relance, les 3 espèces qui ont largement dominé sont 3 espèces qui sont très courantes en France. Et on n'a pas été chercher des espèces nouvelles. On les a pas en pépinière en plus. Si tu me permets, je vais répondre je vais essayer d'illustrer ce que tu viens de dire. On vient de terminer de coordonner une consultation pour la commande de plans anticipés des reboisements qui vont avoir lieu en 2024-2025. Aujourd'hui, nous, Société Forestière, on est parti dans la volonté de diversifier énormément. C'est-à-dire que la crise des épicéas, et ça va peut-être anticiper la deuxième question que tu vas me poser, sur la gestion de la crise des épicéas. La crise des épicéas est intéressante parce que pour la première fois, elle nous met, nous, gestionnaires forestiers, dans une situation qui est assez claire. L'essence utilisée ne peut plus être utilisée, ou en tous les cas, pas dans les mêmes proportions. Et donc, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, la fameuse prise de risque, à nouveau, je me retourne vers toi parce que j'aime bien effectivement ce que tu as dit. On prend des risques régulièrement, mais en tous les cas, là, on a l'obligation, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, les tempêtes, etc. On les a vécues assez souvent, on a reproduit à l'identique ce qui avait bien fonctionné. Là, l'épicéa a plus ou moins bien fonctionné, on ne jette pas la pierre à ce qui a été fait, mais en tous les cas, il faut changer. Et donc, on cherche à introduire de la diversité en s'appuyant sur les résultats de la recherche, effectivement, et on reviendra peut-être dessus. On a beaucoup apprécié tout le travail autour de Climessence, qui sont des véritables aides à la décision. Mais dans la réalité, à nouveau, et on revient sur la problématique de disponibilité des essences et des plants. Donc, on vient de coordonner sur la région Grand Est une commande de plants, 1 800 000 plants, en petites unités, parce qu'il n'y a pas que les gros opérateurs qui peuvent répondre, on essaye de saucissonner tout ça. 1 800 000 plants, on est très content, on arrive à diversifier, on installe environ 16 essences. Alors on est extrêmement content. Mais à l'arrivée, les résultats sont catastrophiques parce que la capacité des opérateurs à nous servir dans ces 16 essences, elles sont très faibles. Et donc on va avoir le chêne Cécile, qui est une essence intéressante, mais qui est quand même connue, et dont on connaît aussi les avantages et les limites, qui va peut-être représenter pas loin de 40% de nos commandes. Derrière, il y a d'autres essences assez classiques qui vont revenir, comme le Douglas et autres. Donc on fait aussi en fonction de la disponibilité, y compris quand on anticipe sur 2 ou 3 ans. Et donc là, c'est pareil, il faut qu'on arrive à se coordonner, que nous, gestionnaires et public-privé, on sache exprimer nos besoins, les anticiper, se servir des résultats de l'expérimentation pour anticiper autant que possible la mise en production et avant tout la récolte de graines. Tout à fait. Alors, je ne vais pas te poser la question parce que tu as en partie répondu sur l'épicéa. Donc, Cécile, je vais te laisser là. On va peut-être passer du coup la parole, merci beaucoup Cédric, on va passer la parole du coup à Sylvie, du coup pour nous dire finalement comment ces travaux de R&D finalement de ces dernières années auxquels en plus vous avez assisté en tant que membre du réseau, est-ce que ça a nourri et comment l'enseignement, et est-ce que ces données elles vous semblent relativement accessibles, est-ce qu'elles ont contribué déjà à faire évoluer éventuellement le contenu de vos formations
formation? Et si oui, comment? De quelle façon? Oui, merci. Alors, dans les différents lycées forestiers de France, où nous formons les futurs techniciens en gestion forestière, donc on a vu émerger ces dernières années très fortement dans leur thématique de stage, tout est lié au changement climatique. Ouais. Donc on a dû s'adapter et donner des éléments de réponse à nos étudiants. Et donc dans ce cadre, nous utilisons, nous, les productions produites par le RMT à Force et la recherche et développement. Par exemple, l'outil que nous utilisons le plus dans l'enseignement, c'est Climessence. Nous avons pu nous former, les enseignants, une trentaine d'enseignants ont été formés. Et donc, c'est intégré maintenant directement dans les TD, dans les TP. Et même maintenant, on le retrouve dans les rapports de stage. Hein, c'est très fréquent. Donc voilà, pour nous c'est un outil intéressant, donc qui nous aide nous aussi à trouver de nouvelles essences pour le futur et qui nous aide également à nous poser les questions à nous et surtout aux étudiants en leur disant pour qu'ils prennent bien la mesure que c'est bien un outil d'aide à la décision et qu'il faut réfléchir. Et donc, clairement, dans nos enseignements, on évolue là vraiment de plus en plus. Hein. On a besoin également pas mal de connaissances sur l'écologie de ces nouvelles essences. Et donc, on utilise fréquemment, par exemple, les fiches du ministère qu'on trouve sur le site du ministère de l'Agriculture, qui sont très bien faites, hein, avec les provenances et tout. C'est vraiment des choses qui nous ont aidés. Et donc, voilà, l'outil BioClimSol, on l'utilise de façon moindre parce qu'on n'a pas été formé encore. Ouais. Mais donc voilà, nous on est vraiment en quête de toutes ces productions et c'est vrai que même les vidéos produites par le RMT, c'est une base dans nos enseignements. Donc c'est vraiment bien. Super. Et est-ce qu'au niveau de l'expérimentation, etc., je sais qu'il y a des forêts, par exemple des forêts écoles dans certains établissements, etc. Est-ce que du coup vous faites participer vous-même, est-ce qu'il y a des liens par exemple avec la recherche pour mettre en place des projets, impliquer les étudiants à finalement se former un petit peu, à faire du suivi Eh bien, dans notre région en Corrèze, nous on collabore avec le CNPF qui a des essais expérimentaux sur les cèdres et différentes provenances de Douglas. Donc le lycée participe, fait des mesures de croissance et donc régulièrement on intervient, oui. D'accord. Merci. Et je pense que d'autres établissements le font, à Mirecourt également. Ils participent aussi à pas mal d'essais expérimentaux. On va tenter de dialoguer avec le MTECT, non? Il y avait la question sur Nagoya avant. Non, c'est après. D'abord une. Donc quelques là, on questions. vous propose d'apporter soit des témoignages complémentaires, alors que ce soit de la part des gestionnaires, des enseignants, soit un éclairage complémentaire aussi côté recherche. Ou des questions aux intervenants, bien sûr. Et là, tout d'un coup. Non, même pas. On a été vachement clair. Remarquable. Hein. Bon, j'aurais une question pour Sylvie. Est-ce que les élèves posent des questions, beaucoup de questions, ou posent des questions sur les nouvelles essences? Est-ce qu'ils sont très curieux de voir? Alors on parlait des exotiques, hein, mais est-ce qu'ils sont prêts à aller explorer un petit peu ces champs nouveaux que peuvent éventuellement proposer des expérimentations comme on aurait l'occasion d'en faire sur les essences? Et ben, quand on leur parle de choix d'essence, c'est vrai qu'on aborde la notion d'exotique. Hein, on leur explique les dangers d'introduire une essence exotique. On leur parle de migration assistée. On leur parle. Voilà, on voit en fait les différentes possibilités de choix d'essence. Et on essaie surtout de leur apporter à eux un esprit critique et de réfléchir. Parce que nos jeunes, ils ont tendance à prendre argent comptant tout ce qu'on leur donne et à pas suffisamment avoir un esprit critique. Et dans nos enseignements, là, on est très vigilants par rapport à ça. Alors, justement, l'esprit critique, d'accord. Mais alors justement, est-ce qu'ils vous écoutent ou est-ce qu'ils écoutent ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, la radio. Voilà, parce qu'il y a quand même un mouvement justement sur ces nouvelles essences. Quelle est leur réaction par rapport à ça?
C'est mitigé. Il y a de tout en fait. Il y a ceux qui veulent, qui préfèrent garder les essences naturellement présentes sur un territoire, les laisser évoluer, et d'autres qui sont prêts à tester des essences exotiques. Les avis sont partagés. Autre question ? Donc, bonjour, je m'appelle Théo Camin, je suis à la direction technique de l'Alliance Forêt-Bois. Et c'est juste un commentaire par rapport à ça. C'est pas plutôt à ce moment-là qu'il faut dire aux élèves de justement s'écouter entre eux pour justement mixer les avis. Enfin, moi, je suis convaincu que aujourd'hui, c'est une mosaïque de traitement, d'essence et de sylviculture qui va faire que on aboutira à une forêt qui s'adapte au changement climatique. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des avis partagés, que justement on ait Internet pour se documenter, avoir l'avis d'autres personnes, c'est pas justement le moment d'appuyer qu'il faut le faire pour justement mixer les avis et avoir quelque chose de très global et vraiment de mélanger, quoi. Oui, c'est vrai que plus on a d'avis et d'approches différentes, plus pour nous, c'est des choses qu'on peut valoriser avec nos étudiants. Et donc justement, on a élaboré là pour la rentrée un questionnaire, un Q-sorte justement sur la migration assistée. On a listé une vingtaine de questions ouvertes qui ouvrent le débat, et on va le tester justement avec des promotions d'étudiants qui entrent en formation, qui n'ont aucune connaissance, pour voir justement comment ils appréhendent ces thématiques-là. Oui, alors c'est un petit témoignage, c'est pour M. Ulrich, M. Sédio-Gasmi. Vous avez parlé de la difficulté de dialoguer avec les environnementalistes. Je suis amené depuis 2 mois à échanger avec des associations de protection de l'environnement qui s'occupent des forêts franciliennes. Et je peux dire que et ils en prennent parfaitement conscience, quand le ministre de la Transition écologique annonce plus 4 degrés en 2100 par rapport à 2005, quand on leur parle des travaux d'Hervé Cochard, de Charlotte Grossior, quand on leur dit que, et quand il y aura après-demain, il y aura une journée organisée par l'Association des journalistes de l'environnement, où il y a un des items, c'est et que fait-on si on a 50 degrés, plus 50 degrés à Paris, et ils comprennent parfaitement qu'il faut changer, il faut aider la forêt à s'adapter. Et ils en sont même arrivés à un oxymore qui est la libre évolution assistée. C'est-à-dire que on garde, en gros le résultat c'est on garde 50% en libre évolution, mais on considère bien, ils prennent en compte le fait qu'il peut y avoir de la migration assistée pour justement pallier au dépérissement qu'on peut avoir. Et c'est un de ceux-là m'a indiqué, et je trouve très bonne la formule, avoir la ceinture et les bretelles. La ceinture de la régénération naturelle et les bretelles de la migration assistée pour, au cas où, compenser le dépérissement des essences locales. Oui, je voulais juste, j'avais une autre idée, mais parler du changement d'échelle. C'est-à-dire que je pense que nous, gestionnaires, avec ce qu'on fait actuellement, on permet à la science de demain de changer d'échelle très fortement. Tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, ça l'a montré, vous cherchez un changement d'échelle et une démultiplication de vos connaissances. C'est sûr que nous prenons des risques, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, si on commence que dans 30 ans, ça va être déjà très très tard. On nous reproche déjà aujourd'hui qu'on ne l'a pas fait depuis 20 ans. Mais moi, ce que je peux répondre, c'est que jusqu'à il y a quelques années, le monde forestier n'a pas été prêt. Il a été averti, certes, mais on n'a pas été prêt. Il fallait un événement catalyseur qui nous a rendu prêts à aller beaucoup plus loin de ce qu'on aurait été prêt il y a 5 ou 10 ans. Et il a eu lieu, et aujourd'hui, on va certainement plus loin que ce qu'on aurait espéré. Je crois que des chercheurs aujourd'hui s'étonnent de notre activité tellement proactive. Mais je dirais plutôt, soyez heureux,
Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, si on commence que dans 30 ou 40 ans, je pense que là, on aurait pris énormément de retard. Et dans 20 ans, on n'aura pas changé la forêt française. Par contre, on aura fait beaucoup d'expériences, certainement aussi beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, on aura eu la possibilité d'apprendre de nos erreurs. Oui, et puis moi, juste un petit mot en réponse à monsieur sur les associations environnementales. Non, je disais juste que le forestier, de temps en temps, fait face à des injonctions contradictoires et que de temps en temps, on lui demande d'adapter, de temps en temps, on lui demande de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de pollution génétique. Mais effectivement, je vous rejoins, partout et tout le temps, le discours sur le terrain permet de s'expliquer, d'identifier quels sont les enjeux et de montrer comment on essaye d'y répondre. Et là, le retour qui nous est fait est en général assez constructif. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le dialogue sur le terrain permet de sortir de ces injonctions contradictoires, mais qui néanmoins doivent être gérées à un niveau global. Ok, merci. Alors on va essayer de dialoguer avec Guillaume Faure et Jeanne Fouché. Je vais parler du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a été adopté par la conférence des parties à Nagoya en octobre 2010. Il est entré en vigueur fin 2014. Ce cadre juridique international demeure assez méconnu et n'a pas encore fait l'objet d'une réglementation au niveau français. Pourriez-vous nous présenter le dispositif sur l'accès et le partage des avantages et son application aux ressources génétiques forestières ?
Oui, disais que j'avais deux questions. Donc, la première concernait la différence entre espèces de sylviculture et espèces sauvages. Étant donné qu'en France, on a essentiellement, pour pas dire à 100% des forêts qui ne sont pas primaires, donc les espèces sont d'une manière ou d'une autre font l'objet d'une sylviculture, en tout cas en France métropolitaine. Donc est-ce que la différence c'est entre France métropolitaine et autres territoires? Et puis ma deuxième question concerne donc plus particulièrement la recherche et développement. Nous mettons, comme vous avez peut-être pu l'entendre, des dispositifs expérimentaux de différentes sortes, dont certains peuvent faire une surface qui va jusqu'à 1 hectare, avec des ressources qui ne sont pas forcément des ressources françaises. Et dans ce cas-là, on peut imaginer, dans 25-30 ans, que ces plantations se mettent à fleurir, à fructifier. Si l'espèce est intéressante, qu'on récolte les graines issues de cette fructification et qu'on les plante et donc qu'on ait une utilisation commerciale de ces ressources. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, donc, merci pour cette question. Donc, sur le premier point, comment on distingue? Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de ligne de liste, il n'y a pas de définition plus précise dans le Code de l'environnement. Donc, en fait, au cas par cas, nous, on regarde avec l'utilisateur de ressources. Il nous présente les caractéristiques des plantes qu'il veut étudier. Et on regarde si elles font l'objet d'une gestion sylvicole ou si au contraire elles évoluent de manière spontanée. En fait, voilà, on regarde vraiment la plante en question qui va être étudiée, séquencée génétiquement, etc. Et si elle est ou non un objet de sylviculture comme visé par le code. Et le cas échéant, on peut aussi être amené à consulter le ministère de l'Agriculture pour si nous manque une expertise technique. Voilà, on nous demande si pour lui on ne rentre pas dans les espèces objets de sylviculture. Et sur la seconde question, alors. Enfin, il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Si on est sur une espèce qui est objet de sylviculture en France, si vous voulez, il n'y aura pas de procédure à part, parce qu'on va rentrer dans le régime spécifique. Même si, voilà, donc si le développement commercial il intervient à partir de recherches qui ont été faites sur une plante, sur un arbre qui fait l'objet d'une question sylvicole, il rentre dans ce régime spécifique et donc il n'y a pas de procédure à part. Si on teste par contre si on teste du coup vraiment de nouvelles essences justement qui sont peut-être pas identifiées sur le territoire comme objets de sylviculture du coup, dans ce cas-là, et qu'ils seront peut-être si justement les travaux de R&D sont menés à leur terme et que l'essence paraît intéressante, du coup qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, quoi? C'est ça, Brigitte? Oui, il faudrait voir. Enfin, là, il faut voir à quel moment on se passe, si elle est ou pas encore objet de sylviculture. Si c'est une espèce sauvage qui existe à l'état sauvage en France, elle sera potentiellement dans le régime général. Donc là, il y aura une procédure à part. Donc c'est la procédure d'autorisation, c'est un développement commercial. Déclaration qui s'appelle développement commercial. Si l'espèce elle n'existe pas du tout à l'état naturel en France et qu'elle est importée pour faire des expériences de la R&D en France, mais importée d'un autre pays, ça va être les règles du pays d'origine qui vont s'appliquer. Alors, il faut qu'on avance parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Mais merci beaucoup. Du coup, je laisse le téléphone allumé. Si vous voulez intervenir. S'il y a des questions dans la deuxième série de questions. Là, on va plus. Oui, exactement. Alors, du coup, peut-être. Du coup, on est toujours sur l'accès, le partage, c'est ça, des données. L'accessibilité des ressources génétiques, pardon. Donc à la fois pour la R&D et pour les reboiseurs. Donc là, je me tourne plutôt vers Erwin Ulrich. Du coup, comment à l'ONF le processus de... On se discipline, s'il vous plaît, ce n'est pas terminé. Comment du coup ce processus d'approvisionnement en graines, notamment d'origine exotique, à des fins expérimentales, il se met en place à l'ONF? Est-ce qu'il y a un circuit bien
bien établie ou pas? Et ensuite, quel est le rôle des pépinières, des pépinières administratives, pour qui travaillent-elles? Voilà. Et puis ensuite, quelles sont les perspectives d'approvisionnement en graines, comment vous les jugez à grande échelle, ce passage à grande échelle, est-ce qui vous semble facile ou pas? Je crois qu'on connaît une partie de la réponse. Une question difficile. Voilà, question difficile. Oui, tout à fait. Oui, non, mais j'essaye de faire court. Très court. Je ne suis pas le mieux placé parce que je ne suis pas expert dans ce domaine. J'ai un petit peu appris, j'ai bien sûr échangé aussi avec Brigitte là-dessus. Comment ça se met en place? Déjà, premièrement, nous sommes conscients que l'accès à ces graines va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Peu importe où ça se passera dans le monde, l'effet de changement climatique va faire que ces productions de graines vont diminuer, voire des peuplements qu'on veut aller chercher vont brûler, etc. On le voit déjà chez nous, la production en graines pour certaines essences diminue à cause des gels tardifs, à cause des sécheresses, etc., etc. Des nouveaux ravageurs qui arrivent. Donc on est conscient que nous sommes plusieurs, enfin le gestionnaire, la pression de l'intérieur, voire de l'extérieur, des pays qui sont intéressés dans nos ressources, nous qui sommes intéressés dans les ressources des autres, il y a une pression internationale qui va augmenter. Et nous avons commencé à l'ONF, et ça il faut le dire, je veux le dire tout de suite, in fine pour le bien de tout le monde. Hein, même si c'est nous, l'ONF, qui ont commencé parce que nous avons nos besoins, et nous avons une sécherie de joue, nous avons des besoins internes parce que nous commençons à planter de plus en plus. Nous avons commencé à prendre des contacts avec des pays européens, voire extra-européens, où c'est un processus relativement long. C'est-à-dire qu'on a un intérêt dans certaines essences, on sait à peu près dans quel pays ils sont, donc on va prendre contact avec eux, avec un rythme de 1 à 2, parfois 3 pays, de manière opportuniste ou de manière planifiée. On essaye d'identifier la filière graines et plants des autres pays. On essaye de rentrer dans une sorte de partenariat avec ces pays. C'est très long. Ça ne se passe pas en 2-3 jours, ça se passe en plusieurs mois, voire plusieurs années. Il faut gagner confiance. Ça ne veut pas dire que parce que nous adressons, que ce soit l'ONF ou la CDC ou peu importe, nous adressons à ce pays que le pays où les personnes qui sont en charge de ces ressources sont intéressées. Il faut déjà savoir, est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce qu'ils sont sensibles à cette question? Il y a des pays qui ne sont pas sensibles, qui ont des ressources qui nous intéressent, qui ne sont pas sensibles. Donc, nous rentrons en contact avec eux, nous allons les voir, nous discutons sur nos intérêts, nous allons voir si eux, ces pays-là, ont peut-être des intérêts envers nous, pour savoir si on peut trouver quelque chose ou peut-être d'autres choses en échange, notre savoir-faire dans d'autres domaines. On peut peut-être s'y retrouver. Ça, c'est une chose. Donc on a commencé déjà il y a quelques années avec ces échanges. Ça concerne jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Il y a la Turquie, il y a la Hongrie, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, la Bulgarie, la Roumanie, le Maroc. Cette année, on essaye de continuer avec l'Algérie, l'Italie. Donc ça demande pas mal d'énergie, de l'organisation, et il faut qu'on soit constant. C'est-à-dire une fois qu'on a commencé un contact et il marche, dans ce cas-là, il faut persévérer, il faut maintenir de manière constante ces contacts et ces échanges pour qu'ils ne s'éteignent pas. Parce que c'est très vite, c'est très rapide. Rechercher une ressource génétique forestière, c'est pas simplement le contact, c'est ensuite savoir quelle est la qualité de leur réseau de crénépran. Est-ce qu'il est conforme, est-ce que la façon dont ils travaillent est conforme à notre réglementation française, pour qu'à terme, on puisse dire, OK, on peut travailler avec. Donc il y a un peu de contrôle. Il y a des pays où on a découvert qui sont très très bons. D'autres, on ne sait pas grand-chose, donc on commence à zéro. Oui, votre deuxième question, c'est au niveau du rôle des pépinières. Comment? Des pépinières administratives. Parce que là, même si on cherche des ressources, et l'idée pour nous, c'est plus tard d'en avoir beaucoup. Vous l'avez déjà dit dans vos exposés, certaines ressources sont en faible quantité, donc le meilleur moyen pour en avoir beaucoup, c'est de créer des vergers à graines. Donc ça va être en France. Etc. C'est un travail de longue haleine. Et là, les pépinières administratives, ils jouent un grand rôle. Ils s'appellent chez nous
plus les pépinières administratifs, ils s'appellent aujourd'hui les PNRGF, Pépinières nationales des ressources génétiques forestières. Et ils font partie... Comment ? Oui. Ces pépinières ont été intégrées par l'État en l'ONF sous une forme d'une mission d'intérêt général, c'est-à-dire que l'État paye 100% de l'activité de ces pépinières, qui travaillent au service de plusieurs partenaires. C'est l'INRA, c'est l'IDF, c'est l'ONF, le FCBA. Et ils ont un rôle fondamental parce qu'on a pu, enfin, les partenaires, c'est pas moi, ce sont les différents partenaires ont pu leur donner un vrai nouveau rôle, c'est-à-dire pour travailler pour le changement climatique. Alors leur rôle classique, c'est la conservation des ressources génétiques forestières, la vérification de la qualité des graines, l'amélioration génétique et l'adaptation des forêts au changement climatique. Alors qu'est-ce qu'ils font dans le cadre... Il y a des fonctions classiques qu'ils avaient depuis longtemps, et dans le cadre du changement climatique, quelle est leur force? Ils peuvent mettre en place des expérimentations pour mettre en place des protocoles d'élevage pour des essences qu'on ne connaît pas. Pas du tout, zéro, connaissance zéro. Donc ils peuvent le mettre en place pour ensuite transmettre ces protocoles éventuellement à des pépinières privées qui peuvent les appliquer. Ils peuvent traiter de nombreux tout petits lots de moins de 100 individus avec une traçabilité parfaite. Et pour les expérimentateurs. Et donc ils sont un outil indispensable pour nous, pour l'acquisition de nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Et donc, à l'ONF, on est hyper content qu'ils ont été finalement intégrés dans notre département recherche, développement, innovation. C'est un bonheur de les avoir avec nous, bien qu'ils sont là pour le bien commun. Alors, au niveau des essences, c'est pour terminer, quelles sont les essences sur lesquelles on a déjà pu avancer? Le sapin de Cilicie, les vergers à graines de pin de Brucie avec la Turquie, le chêne de Hongrie avec la Bulgarie, le sapin pectiné avec les pays du sud de l'Espagne. Et ça va continuer petit à petit. Donc vous voyez, ça va prendre certainement 10 ans, 15 ans. Quand on regarde toute la palette du nécessaire et notre exigence à nous tous, mais bon, on a commencé. Il y a déjà 5 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Erwin. Si je peux ajouter une petite couche rapide. Sur les pépinières, nous, pour INRAE, elles sont très importantes aussi, parce qu'on travaille énormément avec les PNRGF, et c'est vraiment très précieux, et c'est vraiment hyper important de les soutenir au maximum et de réinjecter du sang neuf quand c'est nécessaire, parce que sinon on a des pertes de compétences et c'est dramatique. Voilà, ça c'est une chose. Et en plus, le temps de la forêt étant le temps long, on va être certainement contraint à un moment ou à un autre très vite de faire des tests précoces en pépinière. Donc voilà, ce sont des outils qui vont devenir d'autant plus indispensables qu'on est pressé, quoi. Voilà. Et juste un petit truc sur les vergers à graines. Effectivement, on va avoir besoin de plus en plus de graines, de bonnes graines. Et on est en réflexion justement à INRAE pour éventuellement transformer certaines plantations comparatives, transformer un peu le design, faire en sorte qu'on puisse s'en servir. Il y a certaines plantations comparatives qui sont vraiment performantes et on peut leur faire cracher de la graine assez rapidement. Il faut juste qu'on modifie un peu le design. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Alors merci, on va rester avec vous. Puisque on a déjà commencé à aborder un peu cette question de l'international et alors non seulement sur la question de l'approvisionnement, évidemment, forcément, on est amené à parler de l'étranger. Il y a aussi sur les démarches de mise en réseau des dispositifs, etc. Donc à l'INRA, vous avez de l'expérience dans ce domaine-là sur la mise en réseau de certains dispositifs, etc. Est-ce que du coup, vous avez un avis sur la façon dont la recherche européenne peut contribuer à apporter des réponses sur le choix des essences ?
Bon, donc on ne va pas rappeler encore les réseaux puisqu'on en a parlé déjà, mais oui, il y a depuis un certain nombre d'années des gros projets européens comme Gentry, Forgenius, qui est encore en cours, qui apportent énormément d'informations sur les populations au niveau européen, et ça va être propre à donner des suites ensuite, à recréer des plantations comparatives qui vont drainer tout le gradient nord-sud d'un certain nombre d'espèces sur tout le continent européen. Donc c'est intéressant pour ça, ça va nous faire évoluer dans la connaissance de la génétique de certaines espèces. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages éventuellement de chercheurs dans la salle qui ont eu des expériences comme ça réussies de collaboration à l'étranger? Je vois Christophe qui est là-bas. Oui, plein. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt finalement de travailler en collaboration à cette échelle-là sur cette question? Après, c'était, je pense, une des conclusions d'une des diapos précédentes. Je pense que là, tout à l'heure, sur l'exemple qu'on avait vu là, des dispositifs miroirs, on se projetait en 2050 et sur le scénario climatique le plus favorable. Et on passait du nord de la France au sud de la France. Si on projette sur des scénarios plus défavorables, à 2100 et à 8,5, il faudra aller chercher bien plus loin au sud. Plus loin. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont de la connaissance en génétique, il y a du travail qui est fait sur les populations, il y a des projets en cours pour identifier justement les massifs de la Sainte-Baume, mais de Grèce, les populations marginales d'intérêt. Enfin, je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait par la communauté scientifique européenne sur ces dossiers-là. Hein. Et je pense que je rejoins complètement la diapo de, je ne sais plus, c'est d'Éric ou de quel Éric d'ailleurs, Payassa ou Séverin, sur le fait que oui, la coopération européenne, et même plus qu'européenne, hein, donc on se forme pareil, entre que ce soit la Turquie, le Maghreb, etc. Enfin, je pense qu'il ne faut rien s'interdire, vu le degré d'incertitude qui est devant nous, quoi. Merci. Alors, Céline veut poser une question. Voilà, et après, on enchaîne. Et après, on... Alors oui, tout petit. D'abord, Céline, ensuite Erwin, et on enchaîne. Moi, je voulais juste intervenir, non pas pour poser une question, mais pour apporter une information. Donc, vous avez vu que l'infrastructure InSilva, on l'avait appelée France. Et aujourd'hui, le ministère de la Recherche nous a demandé de coordonner pour passer au niveau Europe. Et donc, passer au niveau Europe sur des dispositifs expérimentaux, c'est mettre ensemble non pas que la France, mais un certain nombre de pays qui nous intéressent pour toutes ces expérimentations, à la fois sur les espèces, mais aussi sur la sylviculture. Donc, voilà, on vient juste d'embaucher quelqu'un et on a le soutien du ministère pour faire le InSilva Europe, avec l'ensemble des réseaux expérimentaux. On sait qu'on a des collègues très performants dans les pays du Nord, là, Suède et Finlande en particulier. On a nos collègues allemands aussi, et puis les Portugais qui ont pas mal de relations avec des gros réseaux expérimentaux sur des essences qui pourraient nous intéresser, mais aussi en sylviculture. Donc là, rendez-vous aux appels d'offres. On doit se préparer pour les appels d'offres de 2024-2025. C'est des appels d'offres quoi, du coup? C'est infrastructure de recherche. Infrastructure de recherche, ouais. Mais dans le cadre, c'est des financements européens? Européens. D'accord. C'est H2020, c'est Horizon Europe ou... Ouais. Du coup, ça me faisait un pont parfait avec le thème suivant, mais c'est pas grave, ma transition sera loupée. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que là, on a parlé international, mais il y a la filière graines et plants française. Oui. Et elle est aussi confrontée à un besoin d'augmenter, voire de diversifier. Pourquoi? Parce que nous allons tous planter plus aussi en essence autochtone française. Et la filière graines et plants, elle a été structurée et dimensionnée pour un climat constant. Aujourd'hui, elle fonctionne de manière un peu ésotérique. Je parle de l'opérationnel. Hein. Et elle a besoin, dans l'avenir, d'être augmentée, non seulement pour pouvoir répondre aux besoins futurs,
mais aussi pour répondre à la diversification de l'approvisionnement et au fait qu'elle doit intégrer, in fine, tout ce qui se passe au niveau étranger. Et donc là, il y a un énorme besoin à pouvoir la développer avec l'aide certainement aussi des moyens publics, parce que l'ONF tout seul ne peut pas le faire. Et je pense que les autres opérateurs non plus, pour pouvoir répondre aux besoins de demain. Il y a déjà des choses qui se font, puisque dans le plan de relance, puis dans France 2030, les pépiniéristes auront aussi une enveloppe pour pouvoir se moderniser et se développer. J'avais une question pour Cédric. Maintenant, on va passer à l'aspect sylviculture. On parle beaucoup de différentes essences, de mélange d'essences. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un colloque organisé à Nancy, Régéfort, qui parlait de complexification de la sylviculture. Comment vous voyez ça de l'œil d'un gestionnaire ? Bon, moi je vais juste donner un témoignage de ce qu'on fait, des options qu'on a prises. Pour des raisons qui ont été clairement expliquées tout à l'heure, c'est qu'on a pris l'option de la résilience en fait. Ce qu'on cible avant tout, c'est intégrer de la diversité au moment des reboisements, en espérant, et à l'échelle du peuplement, parce que la diversité elle a souvent eu lieu à une échelle plus grande, mais à l'échelle du peuplement, on a pris cette option de se dire, introduisons de la diversité. Donc aujourd'hui on a mis en place des règles qui sont des règles finalement pratiques, qui s'appuient sur des hypothèses qui resteront à confirmer à l'avenir, mais par exemple, au-delà de 2 hectares, on introduit au moins 2 essences. Et l'essence principale doit ne pas dépasser 70% du nombre de plants installés. Voilà. C'est le type d'option qu'on prend, qu'on assume, qu'on met en place depuis maintenant 2-3 ans. Donc on a un retour encore très très faible. D'ailleurs, on n'avait pas vraiment participé à un travail qui avait été mené par le RMT et le JPCOFOR sur les retours d'expérience sur les plantations mélangées. Mais aujourd'hui, on a installé, je pense, un peu plus de 1500-2000 hectares en diversification, avec cette option qui est de dire, au-delà de 2 hectares, on installe au moins 2 essences et si possible 3. Au moins dans une approche d'avoir au moins 1 à 2 essences de production et pourquoi pas une 3e essence de diversification. Alors tout ça, c'est finalement des grands principes qui s'appuient à nouveau sur cette recherche de résilience et que l'on met en œuvre. Alors on va se tromper. On s'est probablement déjà trompé et l'avenir nous dira si on avait raison de partir sur de telles options. Mais on a beaucoup travaillé sur les modalités d'installation parce que si la science et le travail expérimental que vous réalisez ici nous a appris sur les essences, nous a démontré que les peuplements diversifiés étaient plus résilients, pour autant la lacune, enfin le manque que nous on a identifié, c'est comment mélanger, comment conduire un peuplement mélangé à partir d'un sol nu, en valorisant les accrus, pourquoi pas dans l'idéal, le fameux ceinture et bretelle, en valorisant les accrus dans l'idéal, mais en introduisant en même temps d'autres essences en complément. Donc voilà, donc c'est des paris. On a beaucoup travaillé sur la notion de collectif. Est-ce que c'est des mélanges aléatoires? Est-ce qu'on est en ligne? Évidemment, toutes les options ne sont pas bonnes en fonction des essences qu'on choisit. Il faut regarder les dynamiques de croissance, il faut regarder si les essences sont compatibles entre elles, les effets de lisière et de concurrence d'une espèce à l'autre. Mais il y a un champ des possibles absolument très intéressant. Et cette complexité en apparence initiale, on a plutôt le sentiment qu'elle va nous conduire à, au contraire, peut-être un peu plus de simplicité à l'avenir. Nous, ce qu'on cherche absolument à éviter, c'est de repasser par des stades de sol nu, s'il y a des crises qui se multiplient. Alors, on sait que les peuplements mélangés, c'est pas forcément la panacée. On a l'exemple des peuplements mélangés à base de frêne. Bien souvent, le frêne a atteint des proportions qui, au moment où il doit être récolté, eh bien, le reste du peuplement est remis en cause. Mais néanmoins, les observations montrent que globalement, quand le peuplement est mélangé, on repart de moins loin, et en repartant de moins loin, en valorisant l'existant, eh bien, on espère se faciliter la tâche à l'avenir. Voilà, donc c'est les options qu'on a prises. Juste pour savoir, juste sur l'organisation justement de suivi de ces retours d'expérience, etc., vous avez formalisé les choses en fait à l'échelle nationale? Eh bien là, en l'occurrence, c'est presque un appel à venir vous servir chez nous en fait. On installe des milliers d'hectares diversifiés. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Finalement, on a pris des options
on les installe, mais aujourd'hui, le retour d'expérience, il sera très empirique, il sera très de type gestionnaire, il sera long également à observer. Et néanmoins, il y a plein de choses qui se font de façon ordonnée, on connaît nos provenances, on connaît les modèles et les motifs d'installation. Donc là, il y a probablement un champ pour utiliser le travail du gestionnaire et l'intégrer dans un dispositif expérimental de type léger. Et il y aura probablement plein de connaissances à en tirer. Tu as parlé des travaux, et tu as parlé de l'implantation, mais il y a aussi les travaux derrière pour maintenir ce mélange, parce que on a déjà vu des plantations avec 15 espèces différentes et à la fin, on arrive à une seule espèce, ce qui n'est pas l'objectif. Et donc là, vraiment, c'est le choix qui est fait. Hein. C'est-à-dire 70% de l'essence principale, mais donc l'idée, c'est vraiment de maintenir dans le temps et d'organiser leur installation de telle sorte que les essences durent sur un pas de temps qui reste à déterminer, mais au moins qu'on soit capable de les mener ensemble sur au moins la première rotation, voire 2 rotations, et si possible, évidemment, plus longtemps. Est-ce qu'il y a des questions, des retours d'expérience? Vas-y. Juste en réponse à ce que tu dis, c'est très intéressant parce que nous travaillons, je vous informe, nous travaillons depuis 1 an et demi sur un guide mélange au niveau national qui est animé par notre expert national en sylviculture, Thierry Sardin. Et là également, nous proposons le rapport 70-30. Il y a plusieurs idées derrière. C'est-à-dire que nous sommes plutôt partis sur 2-3 essences principales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a pas plus dans le peuplement. Il y a tous ceux qui viennent avec le recru, etc., qui peuvent être des essences secondaires en plus. Ça veut dire que le peuplement plus tard ne vont pas être composés d'une essence principale, mais de 2 à 3 essences, en essayant soit de les maintenir dans cette composition jusqu'au bout, soit en fonction de la réaction du climat, enfin de l'impact du climat sur ces essences, qu'on va changer la composition en espérant qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui vont aller jusqu'au bout. Et si on les installe les essences secondaires, enfin les 2e et 3e essences objectifs à faible proportion, c'est aussi l'idée de pouvoir les régénérer éventuellement naturellement à la 2e génération. Ça aussi, c'est un peu dans cette discussion. D'accord. C'est ça, et au bout de 2-3 ans, on en tire déjà plein d'expériences. Par exemple, la diversification, elle peut aussi s'obtenir au moment des regarnis. On fait face à une augmentation en besoin de regarnis. Quand on a installé des essences, des peuplements, parfois même en monoculture, au moment du regarni, on peut se poser la question de savoir si on ne regarnit pas avec une autre espèce. Il se pose aussi un certain nombre de questions sur les entretiens, sur les modalités d'installation, j'en parlais. On avait réfléchi sur des essences qui ont des croissances juvéniles comparables, par exemple, à savoir si on était dans un système purement aléatoire ou très organisé. Très rapidement, le aléatoire pose des vrais problèmes pour l'opérateur qui installe les plants. Il ne sait pas faire de l'aléatoire. Il faut lui donner des consignes et des motifs. Et donc, le système complètement aléatoire qui, sur le papier, est vachement intéressant, sur le terrain, c'est complètement inenvisageable. Donc voilà, au bout de 2-3 ans, on a déjà des retours assez intéressants et très opérationnels. Oui. Merci, on va prendre peut-être s'il y a des questions. Non, c'est fini. On a fini. Il y a la dernière question. Non, la dernière question, Jean. alors. On va finir par Jean dans ce cas-là. Il est quelle heure? Ah oui, effectivement. Du coup, alors je me tourne donc finalement après avoir balayé cette thématique rapidement de comment on passe finalement du choix des essences à la conduite des peuplements. On va essayer de voir quelle est finalement la contribution possible. Tiens, c'est moi. La contribution donc possible de la R&D pour passer de l'expérimentation à la gestion, en terminant peut-être par Jean sur la temporalité des démarches expérimentales. Est-ce que selon vous, elle est compatible avec les attentes des politiques publiques et de la filière? Voilà, combien faut-il de temps finalement pour passer de l'acclimatation d'une essence à son déploiement à grande échelle? Je pose la question aux chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Quelque chose qui va vous faire rire? Ouais, pourquoi pas, il est tard. Non, mais en fait, il faut une carrière de chercheur, une génération de chercheurs. Mais aujourd'hui, on peut plus. On peut plus faire comme ça. On est contraint par le temps. Donc, il faut juste que
qu'on change nos méthodes de travail, bon, sans se désavouer non plus. On est quand même obligé de travailler proprement. Mais bon, en gros, voilà, le monde de la recherche, il doit s'adapter, il s'adapte, il va s'adapter, il s'adapte. Faut juste lui donner les moyens d'assurer cette mission de recherche, notamment au niveau des personnels. Voilà. Ça, c'est un petit message subliminal. Mais sinon, c'est pas tout. Hein, mais bon, après, ça répond pas vraiment à la question. Mais voilà, il faut plus de vergers à graines, il faut plus de peuplement classé. La filière graines et plants, il faut que ça soit la première qui soit informée de ce qu'il faut semer et éduquer en pépinière, puisque on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir des plants. Donc voilà, c'est les premiers à devoir être servis en termes d'information. Donc faut encourager des réseaux de diffusion de connaissances, une espèce de boutique où l'utilisateur ou le professionnel va venir chercher les informations. Ça peut être le RMT, hein, la boutique. Voilà, on vient y glaner les dernières avancées, les derniers résultats. Il faut que ça soit... faut qu'on soit très réactif aussi pour transmettre les résultats. Alors attention, après, il y a résultats et résultats. Qu'est-ce qu'on transmet comme résultat ? On est peut-être obligé aussi de réfléchir aux résultats de la recherche. Est-ce qu'il faut complètement finaliser une recherche? Est-ce qu'il faut transmettre est-ce qu'il faut tronçonner en petits package? J'ai pas vraiment d'idée, mais on est un peu pressé par le temps, donc il faut qu'on réfléchisse pour savoir si on doit continuer de travailler ainsi ou si on doit modifier nos pratiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le propriétaire, le gestionnaire, il faut qu'il puisse avoir l'information. Il y a des gens qui, seuls dans leur coin, devant leur bout de forêt qui est en train de dépérir, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller chercher les infos. Et le premier branquignol qui va passer pour donner la bonne idée pourra être pris pour le messie. Ça serait dommage. Il faut que le monde de la recherche il soit toujours là pour... la recherche privée et publique, hein, attention. Mais bon, voilà, il faut qu'on soit présent et il faut qu'il y ait une boutique pour venir chercher les infos. Voilà. Qu'en pense le gestionnaire, Cédric? Non, mais, alors... En deux mots. Je lui ai donné la parole quand même. On s'arrête et on va conclure. Voilà. En 2 mots, bravo. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je rejoins l'idée que la filière graines et plants doit être informée très rapidement des résultats de la recherche, mais également les propriétaires publics et privés, puisque c'est bien eux qui vont passer des commandes, c'est bien eux qui seront donneurs d'ordre à un instant donné. Et il faut également qu'ils soient associés très en amont pour qu'il y ait la coordination dont je parlais tout à l'heure, et qu'il y ait une coordination nécessaire pour que les personnes, les pépinières, les récolteurs de graines, etc., sachent vers quoi s'orienter pour les années qui viennent. Et ça, le donneur d'ordre doit être en mesure d'organiser et de se coordonner avec ses collègues. Tout à fait. Bon, merci. Ce sera le mot de la fin pour la table ronde. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.